J'ai construit pour mes parents, au bord de l'eau, un cottage à 310 000 € pour leurs 40 ans de mariage. Quand je suis arrivée devant chez eux, ma mère était sur le perron en peignoir, à 14 heures en plein après-midi. Et mon père, un homme qui n'avait jamais rien demandé à personne, m'avait envoyé un message qui disait seulement « Viens tout de suite ». La voiture de ma sœur était dans l'allée. Il y avait aussi une camionnette que je ne connaissais pas, garée près de la porte latérale, haillons ouverts. Je m'appelle Romain. J'ai 32 ans. Je travaille dans la gestion contractuelle pour une entreprise de construction, ce qui veut dire que je passe mes journées à transformer les promesses floues des autres en formulations juridiquement contraignantes. Je sais exactement ce que les mots veulent dire. Et surtout ce qu'ils ne veulent pas dire. Je sais quelles clauses vous protègent et lesquelles vous détruisent en silence 3 ans plus tard, quand plus personne ne fait attention. Je l'ai appris à la dure. Comme la plupart des gens apprennent les choses qui finissent par les définir, en regardant quelqu'un qu'ils aiment se faire démolir lentement, puis en se jurant qu'ils ne laisseront plus jamais ça arriver. Mon père a reçu un diagnostic de Parkinson précoce quand j'avais 19 ans. Ma mère est devenue son aidante presque du jour au lendemain. Elle a replié sa propre vie dans la sienne, comme un mot glissé dans une poche, discrètement, entièrement, sans jamais se plaindre. Pendant les 13 années qui ont suivi, elle a géré ses médicaments, l'a conduit à chaque rendez-vous, s'est renseignée sur tous les essais cliniques et a ri à ses blagues. Même quand ses mains tremblaient, même quand sa voix sortait plus faible qu'il ne l'aurait voulu, ils n'ont jamais demandé d'aide. C'était ça mes parents. Ils ne demandaient jamais rien. Alors j'ai décidé de leur donner quand même. J'économisais depuis mon premier vrai salaire. Pas de manière obsessionnelle, juste avec régularité, comme on construit tout ce qui mérite de durer. Quand j'ai trouvé le terrain il y a 2 ans, un lot d'environ 2000 mètres carrés au bord d'un lac tranquille, à 1h30 de la ville, j'ai su immédiatement. Il y avait dessus une petite bâtisse que l'annonce décrivait comme une maison avec du potentiel, ce qui, en langage immobilier, veut surtout dire qu'un promoteur la raserait sans hésiter. Mais le terrain, lui, était parfait. L'eau était sombre, immobile, entourée de pruches. Et quand je me suis tenue au bord, un matin gris de novembre, je me suis dit « Papa pourrait s'asseoir ici pendant des heures à regarder la lumière changer, et il serait en paix. » Je l'ai acheté. Puis j'ai fait ce que je sais faire. J'ai rédigé moi-même le cahier des charges, engagé un entrepreneur avec qui je travaillais depuis 6 ans, obtenu personnellement tous les permis, et j'ai fait construire un lieu capable de les accueillir vraiment. De plein pied. Entièrement accessible. De larges portes. Des barres d'appui qui ressemblaient à des détails d'architecture plutôt qu'à du matériel médical. Un plan de travail à la bonne hauteur pour les jours où mon père avait plus de mal à tendre le bras. Une véranda tout autour pour qu'il puisse toujours trouver un coin de soleil sans avoir à monter la moindre marche. Je n'en ai jamais parlé à ma sœur. Ça demande une explication. Vanessa a 4 ans de plus que moi. Ce n'est pas une mauvaise personne au sens spectaculaire du terme. Elle l'est d'une manière plus discrète, plus épuisante. Le genre de personne qui vous coûte peu à peu, par petites sommes, jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes vidé depuis des années. Et vous vous retrouvez, à minuit, dans une basse vie de chantier, à essayer de comprendre comment financer la prochaine phase d'un projet que vous avez assumé seul, parce que vous saviez trop bien qu'il ne fallait pas l'impliquer. Quand le diagnostic de papa est tombé, Vanessa a été présente pendant environ 6 semaines. Elle préparait des gratins. Elle pleurait dans la cuisine avec notre mère. Elle annonçait l'état de papa à toute la famille avec la gravité de quelqu'un qui prononce un éloge funèbre, ce qui était à la fois prématuré et inutile. Puis elle a trouvé un nouveau travail. Puis elle a rencontré Grégoire, ses fiancés, et toute son attention a changé de direction, comme une rivière change de lit quand on lui ouvre un autre passage. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je le dis parce que c'est la vérité. Pendant que ma mère passait 3 ans à ajuster le traitement de papa comme une scientifique, Vanessa envoyait des nouvelles dans le groupe familial et avait, je crois, le sentiment d'avoir fait sa part. Grégoire, lui, appartient à une toute autre catégorie. C'est le genre d'homme qui entre dans une pièce et calcule immédiatement ce qu'il peut en tirer. Il a le cerveau d'un tableur derrière la chaleur factice d'un vendeur de voitures d'occasion. Et en 6 ans de mariage avec ma sœur, il n'a jamais rien fait qui ne serve pas d'abord Grégoire. Il sent son propre intérêt comme une boussole sans le nord. Je ne leur ai pas parlé du cottage parce que je ne voulais pas de leur avis. Je ne voulais pas que Grégoire mesure déjà les plans de travail avant même que le cadeau soit offert. Je ne voulais pas que les larmes de Vanessa au moment de la surprise deviennent du contenu. Je ne voulais pas que ce projet devienne quelque chose auquel ils participeraient après coup, avant de prétendre ensuite qu'il leur appartenait un peu. Alors j'ai travaillé en silence.
Je montais sur place le week-end pour suivre l'avancement. J'ai tout financé moi-même, le terrain, la construction, l'ameublement, le ponton. 310 000 € au total. J'ai ouvert un compte séquestre séparé et j'ai payé d'avance la taxe foncière pour 15 ans. J'ai rempli le garde-manger. Quand la maison a été terminée, que le ponton a été posé, et que les pruches se reflétaient parfaitement dans l'eau immobile, j'ai placé l'acte de propriété dans une fiducie irrévocable, avec mes parents comme seuls bénéficiaires à vie. Puis j'ai organisé la surprise. Je leur ai dit que je les emmenais dîner pour leur anniversaire de mariage. À la place, j'ai roulé 1h30 à travers la lumière d'octobre, jusqu'à un chemin de gravier qu'ils n'avaient jamais vu. Quand je me suis arrêtée et que j'ai montré la lumière du perron qui brillait au milieu de la lisière sombre, mon père s'est tourné vers moi et n'a pas pu parler pendant presque 1 minute entière. Ma mère a posé la main sur sa bouche. Puis elle a demandé, tout bas. « C'est vrai ?» « Oui, j'ai répondu. »« C'est à vous. Vos 2 noms sont dans la fiducie. Personne ne pourra vous l'enlever. Personne ne peut le vendre. Il sera là aussi longtemps que vous le voudrez. » Papa a monté les 2 marches du perron sans sa canne. Il s'est appuyé à la rambarde et a regardé l'eau pendant un long moment, sans rien dire. Quand il a enfin parlé, sa voix était plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je pensais qu'on avait raté notre chance pour quelque chose comme ça, a-t-il dit. Je croyais que ce bateau avait quitté le port depuis longtemps. Je suis resté avec eux ce premier week-end. On a mangé des plats à emporter sur la véranda. On a regardé le soleil descendre sur le lac, transformant tout en une lumière ambrée et silencieuse. J'ai aidé papa à tester l'emplacement des barres d'appui dans la douche. Ma mère a réorganisé les tiroirs de la cuisine 2 fois, simplement parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher à tout. Le dimanche matin, je suis retournée en ville pour une échéance du lundi, avec ce sentiment très précis d'avoir fait quelque chose de juste. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas se sentir aussi tranquille. Vanessa l'a appris 3 jours plus tard. Ma mère, incapable de garder un secret quand elle est heureuse, a mentionné le cottage pendant un appel téléphonique. Elle devait presque rayonner à travers le combiné. Vanessa a demandé l'adresse. Ma mère m'a appelé le soir même. Sa voix était soigneusement neutre. Vanessa voudrait venir le voir ce week-end avec Grégoire et les garçons. Juste pour une petite visite. Ça te va ? J'ai répondu. Maman, c'est votre maison. C'est vous qui décidez qui vient. Elle a dit. Bien sûr. Je voulais simplement vérifier avec toi. C'était sa manière de me dire qu'elle sentait déjà que quelque chose sonnait faux. J'aurais dû monter là-haut ce samedi-là. Mais j'avais une échéance de projet et un conflit avec un entrepreneur que je ne pouvais pas abandonner. Et je me suis dit que ce n'était qu'une visite. Je me suis dit que ma sœur n'était pas Grégoire. Je me suis dit que la structure juridique était solide. Je me suis dit d'arrêter de traiter chaque situation comme un contrat prêt à s'effondrer. J'avais tort. Le message de mon père est arrivé mardi matin à 7h14. J'étais dans un parking souterrain et le message ne s'est affiché qu'une fois revenu à la surface. Viens tout de suite. Vanessa dit qu'on devrait tous discuter de la propriété ensemble. Grégoire a commencé à passer des appels. Je ne comprends pas ce qui se passe. Quand j'ai essayé de l'appeler, je suis tombée sur la messagerie. Même chose pour ma mère. J'ai appelé encore 4 fois entre mon immeuble de bureau et ma voiture. Le trajet a été les 90 minutes les plus longues de ma vie. J'ai su que quelque chose avait changé avant même de tourner sur le chemin de gravier. Il y avait 2 voitures dans l'allée, le SUV de Vanessa et le pick-up de Grégoire. Et depuis l'allée, je voyais Grégoire sur le ponton, téléphone à la main, en train de photographier l'eau. Il mesurait la longueur du ponton en marchant talon contre pointe, comptant à voix basse. Il ne m'a même pas entendu arriver. Ma mère était à la fenêtre de la cuisine quand je suis entrée. Elle avait l'expression qu'elle prenait quand elle essayait de porter trop de choses à la fois. Mon père était assis à la table de la cuisine. Devant lui se trouvait une chemise cartonnée beige que je ne reconnaissais pas. Vanessa était dans le salon, en train de réorganiser la bibliothèque comme si elle lui appartenait. Elle a levé les yeux et a souri. « Romain, enfin. On essayait de te joindre. » J'ai posé mon sac. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a posé un livre et s'est tournée vers moi. Elle avait cette expression que je connaissais depuis l'enfance, chaleureuse, raisonnable, légèrement blessée à l'avance. On pense simplement qu'on devrait avoir une discussion à propos de cette propriété. Grégoire a quelques idées pour que ça fonctionne pour tout le monde. Fonctionner comment ? Comme location saisonnière. Pendant l'été. Grégoire connaît une société de gestion qui s'occupe de tout. Tu n'aurais même pas à y penser.
On parle peut-être de 30 000 à 40 000 euros par saison. Maman et papa viennent quand ce n'est pas loué. Tout le monde y gagne. J'ai regardé mon père. Sa mâchoire était serrée de cette façon très particulière qui, chez lui, signifiait une colère parfaitement maîtrisée. Je n'ai jamais accepté ça, a-t-il dit. Sa voix était calme. Mais pas ses yeux. Papa est juste protecteur, ce qui est touchant, a dit Vanessa. Mais Grégoire a fait de vrais calculs. La porte arrière s'est ouverte et Grégoire est entré depuis le ponton. Il avait l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà décidé de l'issue avant même d'arriver. Il m'a jeté un regard, a hoché la tête une seule fois, puis a posé une feuille imprimée sur la table de la cuisine. Projection de location, a-t-il dit. Estimation prudente. J'ai déjà parlé avec 2 plateformes. On peut mettre l'annonce en ligne d'ici vendredi. J'ai regardé le document. Puis je l'ai regardé, lui. Tu as inscrit cette propriété? Pas encore en ligne. Préliminaire. Il s'est assis. Comme les gens s'assoient chez eux. Écoute, je comprends. Tu as fourni beaucoup d'efforts. On ne cherche pas à t'écarter. On veut juste optimiser l'actif. Elle reste vide la plupart de la semaine. C'est de l'argent qui s'envole. Ce n'est pas un actif, ai-je dit. C'est la maison de mes parents. C'est une résidence de vacances, a-t-il répondu. Il y a une différence. Ma mère est venue se placer derrière mon père et a posé sa main sur son épaule. Aucun des deux n'a parlé. J'ai pris une longue inspiration. Puis je suis sortie jusqu'à ma voiture pour récupérer ma mallette. J'ai une habitude que Grégoire qualifierait sans doute de paranoïaque et que moi j'appelle simplement professionnelle. Chaque transaction immobilière personnelle que je gère reçoit le même traitement documentaire que mes projets commerciaux. Tout est archivé. Tout est horodaté. Tout est recoupé. J'avais apporté le dossier complet. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et je l'ai ouvert. Grégoire m'observait comme on regarde quelqu'un qu'on pense sur le point de se ridiculiser. J'ai posé le premier document. L'acte de propriété, ai-je dit. Enregistré au registre foncier il y a 10 mois. Cette propriété est placée dans une fiducie irrévocable. Mes parents sont les seuls bénéficiaires à vie. L'acte de fiducie leur accorde, et je cite mot pour mot, le droit exclusif et inconditionnel d'occupation et d'usage, sans aucune disposition autorisant la sous-location, la location de courte durée ou toute utilisation commerciale, sauf accord écrit du fiduciaire. Le menton de Vanessa s'est légèrement relevé. Et le fiduciaire, c'est toi. Oui. Donc tu contrôles tout. Non. Je protège. Ce n'est pas la même chose. Mon obligation en tant que fiduciaire est de veiller à ce que cette propriété soit utilisée conformément aux termes établis. Ces termes existent pour protéger maman et papa, pas pour financer ton contact dans une société de gestion. Grégoire s'est adossé à sa chaise. Le langage d'une fiducie peut être contesté. J'ai posé un deuxième document sur la table. Tu peux toujours essayer. Je l'ai fait glisser vers lui. Voici un avis juridique écrit d'un avocat spécialisé en droit immobilier, confirmant que la fiducie est valide, correctement enregistrée et non contestable par des personnes qui ne sont pas bénéficiaires. Non bénéficiaire signifie toutes les personnes dans cette pièce sauf mes parents. La cuisine est devenue parfaitement silencieuse. Je voudrais aussi parler de l'annonce, ai-je dit. Je l'avais trouvée ce matin-là en recherchant l'adresse pendant ma pause déjeuner. J'avais découvert un brouillon que Grégoire avait déjà téléchargé sur une plateforme, programmée pour être publié jeudi. Ceci est une capture d'écran d'une annonce de location en brouillon publiée depuis un compte de gestion enregistré à une adresse qui correspond à la tienne, Grégoire. Elle utilise des photos de cette propriété prises depuis le ponton, celle que je t'ai vu prendre à travers mon pare-brise en arrivant. La posture de Grégoire a changé presque imperceptiblement. Cette annonce constitue une utilisation commerciale d'un bien sur lequel tu n'as aucune autorité légale. Elle constitue aussi une fausse déclaration auprès de la plateforme, puisque tu n'es ni propriétaire ni agent autorisé du propriétaire. J'ai envoyé ce matin une demande de suppression à l'équipe antifraude de la plateforme, avec les documents justificatifs. Elle sera traitée dans les 24 heures. Vanessa a ouvert la bouche. Romain, tu es précis, ai-je répondu. Et c'est exactement ce que la situation exige. J'ai posé un troisième document. Voici le règlement municipal concernant les locations de courte durée dans cette commune. Les propriétés situées dans cette zone doivent obtenir un permis spécial, une inspection sanitaire et de sécurité, ainsi qu'un accord de conformité sonore déposé auprès du secrétariat municipal. Aucun permis n'existe pour cette adresse, puisqu'aucune demande n'a jamais été déposée.
Exploiter une location sans autorisation peut entraîner une amende allant jusqu'à 8 000 € par infraction, ainsi qu'une période de contrôle obligatoire de 60 jours, pendant laquelle aucune location n'est autorisée. Grégoire fixait le papier. Il recalculait. Je voyais très bien le moment où cela se produisait. Et ceci, ai-je dit en posant la dernière feuille devant eux, est une mise en demeure. Elle vous est adressée à tous les deux. Elle vous notifie officiellement que toute nouvelle tentative de publier une annonce, de louer, de photographier à des fins commerciales, de présenter faussement ce bien ou de le traiter autrement que comme la résidence privée de mes parents, sera considérée comme une ingérence illicite dans la fiducie et entraînera une action judiciaire immédiate. L'avocat principal de mon cabinet est en copie. Il attend mon appel cet après-midi. Grégoire a regardé les documents puis moi. C'est complètement absurde, a-t-il dit. Son charme s'était aminci. Nous sommes une famille. Vous êtes des invités, ai-je répondu. Et actuellement des invités qui ont trop prolongé leur visite. Tu as fait tout ça parce que tu veux garder le contrôle, a-t-il lancé. Tu as construit cet endroit pour pouvoir le brandir au-dessus de tout le monde. Tu as toujours fait ça. Je l'ai regardé un instant. J'ai construit cet endroit, ai-je dit, parce que mon père se trouvait dans un couloir d'hôpital il y a 13 ans, quand il a appris que son propre corps allait commencer à travailler contre lui. Et ma mère est rentrée chez elle ce soir-là et a commencé, en silence, à réorganiser toute sa vie autour de cette réalité. Je l'ai construit parce qu'il méritait un endroit doux où se poser. Pas une source de revenus. Pas ton prochain projet. Grégoire n'a rien répondu. J'ai besoin que vous partiez maintenant, ai-je dit. Vous pourrez revenir quand les personnes dont les noms figurent réellement sur l'acte de propriété vous auront invité. La suite n'a pas été élégante. Dans l'allée, Grégoire a passé plusieurs appels assez forts pour que je l'entende depuis la fenêtre de la cuisine, utilisant des mots comme option juridique et abus de pouvoir du fiduciaire. Vanessa a passé 20 minutes dans la salle de bain. Leur fils, 10 et 12 ans, complètement perdu, était assis sur les marches du perron à se lancer des graviers. Finalement, le pick-up est parti. Le SUV a suivi. Ma mère a préparé du café. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine, parlant très peu. Le premier week-end où ils sont venus, a-t-elle fini par dire après un long moment, Grégoire a parcouru toute la propriété à pied. Il a demandé la limite de poids du ponton. Il a demandé la capacité de la fosse septique. Je pensais qu'il était simplement curieux. Elle a entouré sa tasse de ses deux mains. J'aurais dû t'appeler à ce moment-là. Mon père est entré depuis la véranda et s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Il m'a parlé d'ajouter un hangar à bateau, a dit papa. Je lui ai répondu que ce n'était pas à moi d'en décider. Il m'a dit que je devrais voir plus grand. Il s'est arrêté un instant. Moi, je vois plus grand. Je ne veux simplement pas d'un hangar à bateau. Cela m'a surpris au point de me faire rire. Et j'ai ri. Avant de repartir ce soir-là, j'ai vérifié les serrures et les loquets des fenêtres, par habitude. Pendant la construction, j'avais fait installer un système de sécurité, caméra à détection de mouvement dans l'allée, sur le ponton et à la limite arrière du terrain. Tout était relié à une application sur mon téléphone. J'ai montré à mes parents comment afficher les images sur la tablette fixée dans la cuisine et je me suis assuré que les paramètres d'enregistrement étaient correctement configurés. Tu as pensé à tout, a dit ma mère. J'ai essayé, ai-je répondu. Je suis désolée de ne pas avoir anticipé cette partie. Comment aurais-tu pu, a dit mon père. Je n'ai pas répondu. Parce que la réponse honnête était. Peut-être que j'aurais pu. Je sais comment Grégoire fonctionne. Je sais comment ma sœur finit toujours par céder devant lui. Je savais qu'une chose belle laissée sans protection, même une semaine, peut ressembler à une opportunité pour les mauvaises personnes. Mais je voulais qu'ils aient au moins quelques semaines de joie simple. Je voulais offrir le cadeau avant d'avoir à le défendre. La campagne sur les réseaux sociaux a commencé 4 jours plus tard. Grégoire a publié le premier message, une longue légende, soigneusement vague, parlant de générosité utilisée comme moyen de contrôle et expliquant que le véritable amour ne s'accompagne pas de conditions. C'était assez flou pour éviter les noms et assez précis pour que toute personne qui connaissait notre famille comprenne immédiatement. Vanessa l'a partagé. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un message inquiet. 2 amis de ma mère de l'église lui ont écrit pour lui poser des questions alarmées. Je n'ai rédigé qu'une seule réponse. Un courriel adressé à Grégoire et Vanessa, avec l'avocat chargé de la succession de mes parents et l'avocat principal de mon cabinet en copie. Il indiquait simplement que toute déclaration publique pouvant être vérifiée comme me visant mes parents ou la propriété serait traitée.
Comme diffamation si elle était matériellement fausse. Comme ingérence illicite dans la fiducie si elle portait atteinte à un intérêt protégé. Il demandait également que toute communication future passe par mon cabinet. J'ai ensuite créé une règle dans ma boîte de réception pour envoyer automatiquement leurs messages dans un dossier séparé que je consulterai à mon propre rythme. Les publications ont disparu en moins de 48 heures. 2 semaines plus tard, un mardi matin, mon père m'a appelé avec une panique soigneusement contenue dans la voix. « Il y a un homme à la porte », a-t-il dit. Il dit qu'il a un contrat de location. Il affirme que Grégoire a organisé ça. Il a des papiers. Je lui ai dit d'entrer dans la maison, de verrouiller la porte et de ne rien signer. Depuis mon ordinateur au bureau, j'ai ouvert le flux de la caméra de l'allée. Une voiture que je ne connaissais pas. Un homme sur le perron, tenant une chemise de documents. J'ai appelé le numéro non urgent de la commune et signalé un individu présentant des documents frauduleux dans une résidence privée. Puis j'ai envoyé à Grégoire une capture d'écran de la caméra avec un seul message. Je regarde la scène en temps réel. Les documents de la fiducie sont enregistrés au registre foncier et auprès des autorités locales. Je te conseille de dire à ton contact de partir avant l'arrivée de la patrouille. Sa réponse est arrivée 4 minutes plus tard. Dis-lui qu'il s'est trompé d'adresse. Désolé, erreur de notre part. La voiture était déjà partie avant que l'agent n'arrive sur la route. Ce week-end-là, je suis monté avec un serrurier. Nous avons remplacé la serrure par un pen électronique à code pour que mes parents n'aient plus à gérer des clés les jours difficiles. Quand j'ai testé le système, papa se tenait à côté de moi, regardant les images des caméras s'actualiser sur la tablette de la cuisine. « Tu sais à quoi je pense souvent ?» a-t-il dit. « À quoi ?» À tout le temps que j'ai passé à essayer de ne pas être un poids. À rendre les choses faciles pour tout le monde. À ne jamais demander trop. Il est resté silencieux un instant. Je n'ai jamais pensé que j'avais le droit de dire. Ça, c'est à moi. Tu n'y touches pas. Je l'ai regardé. Tu en as le droit, ai-je dit. Il a souri. Et c'était le sourire d'avant la maladie. Libre. Sans retenue. Tu l'as rendu réel, a-t-il dit. Un mois plus tard, un dimanche, quand la lumière devenait dorée au-dessus du lac, je suis monté sans raison particulière. Pas d'urgence. Pas de problème. Juste un sac de courses et un thermos de café, ce qui était devenu ma manière de dire. Je voulais simplement vous voir. Ma mère était sur la véranda avec un livre. Mon père était sur le ponton, avançant prudemment comme il le faisait désormais, mais avançant quand même. La mangeoire à oiseaux que nous avions accrochée ensemble lors de ma 2e visite avait attiré un couple de cardinaux qui semblaient avoir adopté le ponton comme territoire. Il m'a entendu sur les marches. « Assieds-toi » a-t-il dit. « Regarde ça. » Le mâle la poursuit exactement 30 secondes, puis ils mangent ensemble comme si rien ne s'était passé. Je me suis assis et j'ai regardé les oiseaux. Au bout d'un moment, ma mère est sortie avec son café et une couverture et s'est installée près de moi. Nous sommes restés là longtemps sans parler. Il n'y avait rien à dire. Vanessa ne m'a pas appelé. Je ne sais pas si elle le fera. La porte reste ouverte. Mais je ne suis plus debout devant à attendre. Grégoire a envoyé un courriel 6 semaines après l'incident de l'allée. Objet, avancé. 2 phrases. Il reconnaissait avoir mal géré la situation et demandait si nous pourrions reparler de tout cela un jour. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai déplacé dans le dossier. Je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, assis sur ce ponton dans la lumière d'octobre, je comprends quelque chose. J'ai passé très longtemps à croire que aimer signifiait s'effacer. Que prendre soin des autres signifiait absorber leurs besoins indéfiniment. Porteur ce qu'ils laissaient tomber. Payer ce qu'ils ne pouvaient pas payer. Être celui qui gère tout si bien que les autres finissent par oublier ce que cela coûte. Et que tracer une limite faisait de moi le problème. Maintenant, je sais autre chose. Je peux aimer mes parents entièrement. Et refuser que leur maison devienne une transaction. Je peux aimer ma sœur. Et remettre à son mari une mise en demeure. Je peux vouloir que ma famille reste entière. Et maintenir la limite qui rend cette unité possible. Une limite n'est pas un mur. Elle ne ferme rien. C'est le cadre qui empêche la maison de s'effondrer. Je n'ai pas construit ce cottage pour posséder quelque chose, ni pour le brandir au-dessus de qui que ce soit. Je l'ai construit parce que je voyais clairement une version possible de la vie de mes parents. Et je voulais la rendre réelle. Un endroit où mon père regarde la lumière changer sur l'eau sans avoir besoin d'être ailleurs. Un endroit où ma mère ouvre les tiroirs de la cuisine à son rythme et respire.
Un endroit avec des serrures solides, 15 années de taxes foncières déjà payées et une structure juridique si propre que même le cerveau de tableur de Grégoire ne pourrait trouver la moindre faille. Aimer ne signifie pas laisser sans protection ce que l'on a construit. Et protéger ce que l'on a construit ne signifie pas cesser d'aimer. Si vous avez déjà été la personne qui s'occupe de tout, celle qui construit, puis doit se tenir entre ce qu'elle a créé et ceux qui veulent le prendre, partagez cette histoire. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que tenir la ligne ne signifie pas perdre sa famille. Parfois, c'est la seule manière de préserver ce qui compte vraiment. Noise